Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce 1er octobre 2022. Bienvenue dans l'hebdomadaire où on fait le point justement sur la macroéconomie et le marché des cryptos en général et un petit focus bien évidemment sur le BTC. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une réflexion et une analyse aussi sur l'état global du marché. On a clôturé le mois de septembre, clôture qui a été violente, vous allez comprendre pourquoi. Et on va aborder la notion de justement crash boursier, bear market, et est-ce que ça veut forcément dire, si on est dans le crash market, que les crypto-monnaies ne peuvent pas performer durant cette période-là, et que ça sous-entend que tout va chuter. Alors, on va aborder ça, on va aborder aussi des petits ratios un petit peu particuliers que je vais vous présenter pour comprendre un petit peu où se trouve le marché de la crypto-monnaie par rapport à la macroéconomie et par rapport au reste des actions, parce que je pense que c'est intéressant de pouvoir avoir cette vision-là et de comprendre un petit peu où on en est. On va aussi aborder la notion de fractalité. Ce sont des sujets qui sont très intéressants à en discuter, donc n'hésitez pas à en discuter en commentaire, ou tout simplement sur le Discord, qui est un lieu que j'ai créé exprès pour le partage d'informations, comme étant un hub d'informations dans lequel vous avez toutes les infos sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Pour aller plus loin, on a créé aussi une partie premium avec plein d'avantages comme beaucoup de contenu, plus de 100 vidéos, 300 pages de guide et ça continue d'augmenter toutes les semaines, tous les mois. Plus de stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des guides et des formations, des lives pour pouvoir comprendre comment ça se passe, des briefs quotidiens que j'effectue pour comprendre le marché et même plus de signaux par rapport à tout ce qu'on peut fournir sur le Discord. Donc tout pour aller plus loin, n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets tout en commentaire et en description et je vous dis à très vite. Alors, on attaque tout de suite avec premier graphique que je vous présente qui est le total index sur le Bitcoin, donc qui vous représente la totalité. On a clôturé le mois de septembre, mois qui s'est clôturé ici, qui est une bougie qui est un petit peu particulière. Étant donné que c'est une bougie qui marque quand même une grosse indécision parce que le mois de septembre, on n'oublie pas, il y a deux choses. Il y a l'accélération qui a été liée principalement avec The Merge, portée par Ethereum, sur lequel ça a donné une forme de dynamique aussi au BTC, mais moindre que sur les autres cryptos. Et ensuite, on a la macroéconomie qui a appuyé très fortement sur le BTC et sur la classe des actifs risqués, dont fait partie, en tout cas, on considère que fait partie le Bitcoin et les crypto-monnaies. Ce qui est intéressant, c'est on ira comparer ce BTC un petit peu plus tard avec la totalité des cryptos, et vous allez voir que le BTC est quand même en sous-performance en général, et ce qui est intéressant, c'est que justement le BTC qui représente 40% est en sous-performance par rapport à la totalité du marché crypto, et ça nous donne un peu les indications. Alors, le point important à noter, c'est qu'on a clôturé au-dessus du plus bas. Très important, chose qui n'est pas le cas, je vous spoil un petit peu sur le SP500 et le Nasdaq, et c'est pour ça que j'entame cette discussion, c'est que on a un marché crypto, qui est porté aussi par le BTC, où on est quand même, on n'a pas cassé les plus bas, on n'a pas cassé ici ce palier des 16 600, 16 500, qui a été laissé notamment en juin, par la problématique de Celsius. Donc on a quelque chose qui est, somme toute, assez résilient et qui est assez fort, et d'où cette notion de réflexion de qu'est-ce qui peut se passer, et est-ce que, on se pose la question, est-ce que dans un marché qui est en récession, qui entre dans un bear market d'une macroéconomie compliquée, est-ce qu'on aura derrière une chute effective des crypto-monnaies, ou plutôt une forme de résilience, ou plutôt une accélération. Et je vais vous donner mon point de vue, et mon point de vue avec des éléments techniques. Déjà, somme toute, le point important à retenir, c'est que nous sommes structurellement en dessous du 618, en dessous du 786, donc on est toujours dans une zone d'achat très forte pour cet actif, pour le BTC en lui-même, et quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de différentes bougies, on voit que depuis déjà 4 mois, on est dans quelque chose où on est dans une forme de consolidation. On a Ichimoku qui se trouve ici, où le palier fort d'Ichimoku est beaucoup plus bas, et à 10 000. On sait que quand on trade du Ichimoku, on a un objectif qui est à 10 000. Oui, est-ce qu'on est obligé d'aller le chercher? Beaucoup disent, oui, forcément, voilà, le prochain arrêt c'est ici, bon, il n'y a aucune raison qu'on n'y aille pas. Ok, on va regarder en termes de fractalité. Ici, donc 2018, gros bear market, gros crypto winter qui a duré très longtemps. Ok, est-ce qu'on est allé chercher la plat qui était à 636 $? Absolument pas. Absolument pas. On a fait une chute, une remontée, une chute. On est passé à travers justement le Kumo, et ensuite on est restructuré à la hausse sur une accélération haussière. D'accord. Ok.
Voilà, là on est en mensuel, on le voit bien que ce n'est pas une force, ce n'est pas obligatoire qu'on aille chercher les 10 000 du tout. On sait qu'on a des targets, on a des prolongations qui se trouvent là, on sait que c'est possible. Est-ce que c'est une finalité obligatoire? Non. Par contre, non. Et si on regarde un petit peu, d'ailleurs la notion de fractalité, je vous l'ai déjà parlé, c'est qu'on a une descente, une accélération haussière, ensuite une seconde descente, et ensuite on prépare le bull run. Ok, bah là on est dans une phase de descente, structuration ici de consolidation, on voit qu'on se rapproche du Kumo un petit peu comme là, ok. Est-ce qu'on n'aurait pas, pourquoi pas, une accélération haussière, voire même une forme de ranging qui se structure entre 15 000 et 25 000, voire même 30 000 pour pouvoir passer de ce côté-là et ensuite repasser au niveau du Kumo en phase haussière? Pourquoi pas? Ça pourrait être tout à fait logique par rapport à ce qu'on a pu voir dans le passé et qui serait en même temps logique par rapport à la mise en place potentielle d'une vague 2, voire même d'une ranging suite à une post-vague d'impulsion héliotiste. Donc on est dans quelque chose qui pourrait être assez classique. Donc techniquement, rien nous dit que on doit forcément aller chercher la partie basse des 10 000, malgré le fait qu'on a une macroéconomie qui est compliquée. Pourquoi? Parce que la macroéconomie est compliquée, oui. Mais si on regarde l'état du cours du Bitcoin et de la crypto-monnaie en général, qu'on va aller voir tout de suite, si on regarde ici le Bitcoin, pareil ici, on voit qu'on a quelque chose qui, somme toute, est plutôt structuré, qui est en phase de consolidation, qui n'a pas chuté drastiquement. Est-ce que au niveau du Nasdaq, on est dans ces patterns-là? Bah, au niveau du Nasdaq, non, on a une indication, ce mois-ci, qui est très forte, qui est, on a cassé la partie basse, on a clôturé en dessous des 11 000. On a une indication d'une volonté à aller chercher plus bas. On n'a pas fait juste une mèche, on a clôturé en dessous. Donc ça veut dire que certainement le mois d'octobre va être un mois qui va être très compliqué pour le Nasdaq et le SP500. Parce que le SP500, c'est la même chose, nous avons clôturé en dessous. On a fait un retournement de situation qui est quand même colossal, où on a fait un break of structure haussier, pour ensuite retourner baissier très fortement. Est-ce que c'est pareil sur la crypto-monnaie? Non. Sur la crypto, sur la totalité du market cap de l'indice crypto, on voit qu'on a fait un petit break of structure qui était tout petit, et sur lequel on n'a pas fait de retournement, on n'a pas cassé les niveaux plus bas. On est sur quelque chose qui est en train de comprimer. Alors, il faut comprendre déjà deux choses, c'est pour ça que j'aborde ça. C'est que on est donc dans un marché. Ici, si on regarde un petit peu, donc, où on se trouve, on voit qu'on a breaké plus bas sur le Nasdaq, on break plus bas sur le SP500, donc on a des indications à aller chercher beaucoup plus bas sur les targets, notamment sur le SP500, on a le 3500 qui nous attend, sur le Nasdaq, on a le 10500 et le 9500 qui nous attendent, qui sont des niveaux de retracement très forts sur la totalité du Nasdaq. On sait qu'on a des targets qui sont très basses. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que même si on a une macroéconomie qui est compliquée, même si on a des mouvements baissiers très forts sur les actions, ça ne veut pas dire que la totalité des actions diminue et chute. Ça ne veut pas dire que la totalité du marché est en train de s'écrouler. Ça veut juste dire qu'on a une majorité du marché qui souffre, qui est en souffrance, qui est en correction. D'accord ? Mais parmi ces acteurs-là, on va avoir des acteurs qui vont performer. Et la question que j'aimerais vous poser, et sur lequel n'hésitez pas à, en tout cas, participer dessus en commentaire, c'est est-ce que vous ne pensez pas que la blockchain, donc la technologie de la blockchain, et donc sa conséquence, donc les crypto-monnaies, ne peuvent pas être suffisamment fortes pour pouvoir être résilients, ou voire même performer en période de bear market? Est-ce qu'on n'a pas des exemples de crypto-monnaies qui performent malgré le fait qu'on était sur des bougies rouges? Est-ce qu'on n'a pas eu des bougies vertes durant ce temps-là? La réponse est clairement oui. Parce que on a quelque chose qui est important. On a une technologie qui, en elle-même, structurellement, a besoin, en fait, d'évoluer, qui est en train d'évoluer fortement. Quand on voit les investissements qui sont en cours, quand on voit les évolutions technologiques qui sont en train d'être effectuées sur la blockchain et la continuité de l'adhésion massive, parce que clairement on le voit qu'on a de l'adhésion. Il y a une nouvelle là qui est sortie ce matin où on a eu des infos sur le fait que la plus grosse banque mondiale est exposée à 0,1% sur la crypto-monnaie, donc ce qui représente une somme colossale à l'heure actuelle. Bon bah ça montre que il y a une phase d'adhésion, il y a plusieurs acteurs, il y a quand on regarde des moyens de paiement comme Visa, comme Mastercard, comme PayPal, qui sont en train d'être présents
et d'inclure totalement la crypto-monnaie. À ce moment-là, on a une conscience que c'est en train de se passer. Oui, on a une peur macroéconomique, oui, on a une problématique énergétique, oui, on a aussi une cour de régulation qui est en cours de se structurer, donc on a un framework légal qui est en train de se mettre en place. On a tout ça qui appuie, et pourtant, on est sur quelque chose qui, somme toute, résiste. Et ça, c'est très important, c'est que là, quand on voit un cours comme ça, on se dit, ok, mais quand on rajoute le fait qu'on a une crise économique, une crise géopolitique, une crise énergétique, une crise réglementaire, qui est propre à la crypto-monnaie, et que, malgré tout ça, la totalité de ces mauvaises nouvelles entraîne un cours qui, somme toute, est toujours structurellement en correction et qui ne casse pas baissier fortement, d'accord ? Je veux dire, là-dessus, en termes de mauvaises nouvelles, on est quand même bien, on est bien placé, on est sur quelque chose qui est très fort. Regardez ça, regardez le mois de septembre sur le Nasdaq, regardez le mois de septembre sur le SP500, et regardez le mois de septembre sur les crypto-monnaies. On a les mêmes nouvelles, pourtant à côté, on a quelque chose qui est résilient. Ça, c'est un signe fort. C'est le même principe que si on a énormément de bonnes nouvelles et que le cours ne décolle pas. Là, il faut se poser des questions. C'est le même principe, sauf que c'est inversé. Quand on a beaucoup de mauvaises nouvelles et que le cours ne chute pas, c'est qu'on a la mise en place d'une résilience forte, et que cette résilience forte entraîne aussi, structurellement, la mise en place potentielle d'une structuration qui peut être haussière, ou en tout cas légèrement baissière, qui représente une forme d'accumulation réelle, parce que on sait que c'est une technologie, de demain. On la compare à Internet, on la compare à beaucoup de choses. On parle du Web 3, on parle plus du Web 2. C'est l'évolution technologique de quelque chose dont on a besoin pour continuer à évoluer. Oui, il y a une pression économique, oui, il y a une récession au niveau des actions, mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a une macroéconomie horrible que la totalité des actifs vont avoir une récession, une diminution et une correction. Donc ça, il faut vraiment décorréler les deux, et c'est pas parce qu'on a eu des grosses claques qui se sont effectuées ici et ici qu'on aura une énorme claque aussi. Si on regarde la corrélation de diminution entre les deux, on voit que on a, depuis la cassure ici, quelque chose qui, structurellement, fait que on est beaucoup moins corrélé à l'ensemble du marché. La purge qui a eu lieu avec Terra Luna et Celsius a eu une purge colossale sur, globalement, tout ce qui était actif corrélé, et certainement une grosse partie des institutionnels qui ne sont plus présents sur les cryptos maintenant, ou en tout cas sur des produits corrélés, on sait qu'il y en a quasiment plus, parce que on a des chutes, oui, mais je veux dire, l'indice de corrélation entre les deux, il a chuté de façon colossale. Chose qui se voit aussi quand on ramène un petit peu à autre chose, donc c'est pareil, je vous ai déjà montré. Vous tapez ici, par exemple, total, moi j'ai voulu la totalité du marché crypto divisé par le Nasdaq, pour avoir une petite vision sur le ratio des deux, parce que c'est intéressant d'avoir cette visibilité-là. Et si on regarde un petit peu cette visibilité, on voit qu'on a une pattern qui est propre donc à cette évolution BTC, mais on voit aussi que depuis novembre, on a bien été entraîné, première impulsion jusqu'à janvier, deuxième impulsion jusqu'à juin, et depuis, on a bien une stabilisation. Donc ça veut dire que là, actuellement, le Nasdaq prend beaucoup moins de poids sur la totalité des cryptos. Parce que le Nasdaq est en train de chuter, et actuellement, on a un cours qui se structure à la hausse. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est quelque chose qu'on voit, notamment cette surperformance des crypto-monnaies en 2020, cette surperformance des crypto-monnaies en 2021, et là on voit qu'on a une forme de résilience qui est en train de se faire. On pourrait même considérer que c'est une forme de ranging, mais si on regarde quelque chose où on a le mois de septembre qui est positif, le mois d'octobre qui est en train, c'est un jour qui est en train de se structurer à la hausse, mais même le mois d'août où on a eu quand même une grosse accélération, où on voit qu'en effet on a eu une surperformance légère du Nasdaq, mais dans la chute, on voit que le Nasdaq entraîne moins la totalité des cryptos. Et ce qui est encore un signe positif de l'état du marché. Signe positif qui se cale aussi dans la notion
de la présence de l'indice dollar qui est très très fort, qui a une accélération très forte. On voit le mois de septembre ici qui s'est clôturé donc à 112. On a un mois qui somme toute, a eu une grosse accélération, une grosse diminution. Et pourtant, malgré cette diminution qu'on a eue dessus, on s'est entraîné avec un Nasdaq qui a clôturé en dessous de 11 000, un SP500 qui a clôturé en dessous des 3600. Bon, on a des niveaux sur lesquels on a vraiment souffert sur le Nasdaq et le SP500, qui preuve aussi d'une économie qui est compliquée, sur lequel il y a un pricing qui est en train d'être fait. Et malgré ce pricing, on se retrouve avec des patterns sur la totalité des cryptos qui sont plutôt bonnes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas descendre. Par exemple, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir un BTC à 14 500, voire même à 10 000. Pourquoi pas? Mais ça voudrait dire à ce moment-là qu'on a un Nasdaq qui va corriger, aller chercher globalement des points de liquidité très bas qui sont à 7 000, en dessous des 7 000. Sur lequel on a une target de prolongation de temps sur cette première impulsion, on a la target 2 qui est à 7500. On a la target 1,618 nombre d'or qui est en dessous de 9000, qui sont des targets très basses, donc en effet qui peuvent appuyer sur le BTC, qui peuvent empêcher justement le BTC de surperformer. Mais imaginez, ici, quand on regarde ce qui est en train de se passer, imaginez, justement, si on n'avait plus une macro horrible, si on n'avait plus une instabilité géopolitique, une crise énergétique, et à côté, si on n'avait pas une inflation délirante. Si on n'avait pas tout ce bloc, cette pression très forte macroéconomique, qu'est-ce qui se passerait là? Tout simplement, ça veut dire que malgré toutes ces mauvaises nouvelles, on est en train de globalement de ranger. Si on n'avait pas toutes ces mauvaises nouvelles et qu'on avait plutôt des bonnes nouvelles, là on serait déjà très très haut. Et ça montre justement que c'est mon avis que c'est le bon moment. C'est le bon moment vraiment pour stacker sur les projets qui nous intéressent, sur le BTC, sur l'Ethereum, qui sont les deux gros blue chips, donc les deux grosses cryptos sur lesquels on considère qu'il y a un avenir. Alors après ça dépend toujours, est-ce que vous êtes Ethereum maximaliste, Bitcoin maximaliste, est-ce que vous êtes impartial et que vous répartissez votre capital comme vous souhaitez, mais en tout cas, on est dans des zones de rechargement, techniquement, et même ici, fondamentalement, on voit qu'on est dans une zone qui est résiliente fondamentalement, et qui est résiliente même techniquement. Quand on compare ce qui est en train d'arriver sur Nasdaq, sur le SP500, avec des clôtures qui nous montrent des cassures baissières, et qu'on voit justement la totalité du marché qui résilie, qui est résilient, en tout cas, voilà, moi en tout cas, ça me fait chaud au cœur, et je me dis, c'est que, en effet, l'analyse que j'ai depuis un certain temps, elle est plutôt cohérente. Oui, on peut aller chercher plus bas, mais dans tous les cas, ce sera toujours une opportunité pour acheter. Alors, ce qui est important à retenir aussi, c'est que au niveau du DXY, donc l'importance du dollar sur la totalité du Forex, avec l'écroulement de la livre sterling, l'écroulement de la zone euro, c'est pas parce qu'on a un écroulement de la zone euro que du coup le dollar va s'écrouler aussi. Ça ne veut pas dire aussi que ça va être un choc économique mondial important. La part de l'Europe, même si elle est importante dans l'économie mondiale, reste somme toute en décroissance déjà depuis une dizaine d'années. Depuis notamment les crises fondamentales qu'on a pu voir avec la Grèce, ou même les chocs économiques qu'on a pu voir avec les subprimes, on sait que l'Europe a une place qui diminue dans l'économie globale. Et c'est juste, en fait, cette partie-là, c'est pas quelque chose qui va disparaître, c'est quelque chose qui va être absorbé par d'autres acteurs. Voilà, globalement, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ça fait pas, il est pas bon de posséder de l'euro actuellement, oui, ça on le sait, on s'en doute. Et la place du DXY, donc la place du dollar, va compenser. On sait que moi, je vous ai dit, la prochaine target, pour moi, elle est à 121. Beaucoup parlent de 115, parce que on a ici une liquidité, parce qu'on a un objectif de continuité de tendance qui arriverait dans cette zone-là pour avoir un retracement effectif, pour ensuite repartir à la hausse. Oui, mais pour moi, vraiment, le gros palier sera 121. 121, c'est là-dessus où on peut avoir la mise en place d'une distribution avec une consolidation du cours pour une résolution par la suite. À savoir que je vous ai déjà présenté ma vision de l'inflation et ma vision de la résolution de l'inflation. Il ne faut pas oublier que le marché est efficient, c'est le principe même des marchés actuels, on considère qu'il est efficient, et donc ça veut dire qu'il anticipe la part de risque importante
Je vous réfère à la vidéo de la semaine dernière où je suis revenu en long, en large, en travers dessus, mais globalement, l'idée globale, c'est qu'on est en train de pricer le fait que l'inflation va rester encore pendant un certain temps, qu'on va avoir une augmentation des taux et qu'on va rester sur des taux élevés de la Fed notamment, pour pouvoir diminuer la notion d'inflation. Oui, ça on le sait, c'est ce qu'on est en train de pricer actuellement. Une fois qu'on aura fini de le pricer, qu'est-ce qui va se passer ? On va commencer à pricer la diminution des taux, et ça on le verra comment ? On le verra sur quelque chose qui est, par exemple, au niveau des indices, il va falloir surveiller, hop, je ne l'ai pas mis ici, donc on va le mettre, l'US Oil, sur lequel on va voir une augmentation de la matière première, d'accord ? Parce que là, on est en train de pricer quoi au niveau de l'US Oil ? On est en train de pricer la diminution de la consommation due à une récession, d'accord ? Une diminution de l'activité économique, donc une diminution de la consommation énergétique, donc une diminution du pétrole. Classique. Principe même qu'on a vu lorsqu'on a cassé ici les 0$ qui étaient sur l'arrêt total de l'économie mondiale avec la crise du Covid. D'accord ? Donc là, on est en train de pricer une diminution claire de l'activité. Qu'est-ce qui va se passer quand on va commencer à avoir des bougies vertes ? Ça veut dire qu'on va commencer à pricer le retour de l'activité. Et ça, ce sera un signal fort d'une continuité haussière. Et c'est là où il va falloir être prêt. C'est-à-dire que quand on va commencer à avoir ça, ça veut dire aussi que le marché va commencer à repartir à la hausse, et les pressions économiques qui sont sur des acteurs comme par exemple le BTC, les crypto-monnaies, et globalement la technologie de la blockchain, qui font une pression qui empêche de partir à la hausse, d'avoir une accélération haussière, en tout cas avant de faire un petit retracement et repartir à la hausse, chose qu'on voit régulièrement là, je veux dire qu'on voit toujours cette accélération ici. Pareil, on la voit moindre ici, mais baisse, accélération, baisse, réaccélération, et qui est quelque chose qui est très fractal, qu'on retrouve vraiment dans la notion de fractalité, propre au BTC et à la crypto-monnaie dans le général, qui est en train de se changer un petit peu avec la notion de post-merge sur Ethereum et la notion du sketch. Je vous ai fait encore une vidéo dessus, voilà, j'ai une position qui est très statuée dessus, j'ai un biais qui est très fort, j'ai conscience de ce biais, mais pour moi, on est dans quelque chose qui, lorsqu'on aura les signes go, qui risque d'éclater. Et est-ce que c'est le bon moment pour commencer à stacker ? Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, personnellement, oui, j'achète continuellement dans des zones, pour moi c'est des zones de prix. Est-ce que j'achèterai quand ça continuera à chercher les 14 500 ? Oui. Quand ça ira chercher les 10 000 ? Oui. Si jamais ça va chercher les 10 000 et 14 500. Est-ce que pour moi c'est une obligation ? Non. Par rapport à la discussion que je vous ai, l'explication que je vous ai donnée au début, ce n'est pas parce que nous avons une target ici qu'on ira forcément. J'ai envie d'avoir une exposition, je suis exposé, et je continue à augmenter mon exposition, là, dans ces zones-là, parce que je considère que c'est des zones qui sont très importantes, et qui sont une zone de prix très intéressante, et même si on descend un petit peu plus bas, bon, c'est pas grave. Est-ce que je dois attendre que ça descende plus bas ? Moi, personnellement, je n'attends pas. Parce que je considère que là, on a une forme de résilience très forte, et que ce n'est pas sûr qu'on aille chercher les 10 000, voilà, clairement. Pour aller chercher les 10 000, pour moi, il faudrait avoir plus qu'une macroéconomie horrible, il faudrait avoir des nouvelles très fortes fondamentales sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies en général, et aussi une pression économique toujours très forte, négative, ce qui ne sera pas forcément le cas, ou en tout cas on ne le sait pas, et c'est quelque chose qui n'est pas pricé, qui ne sera pas pricé par le marché jusqu'au moment où ça arrivera, et donc pour moi je préfère anticiper et avoir une politique plutôt anticipatrice que réactive sur ce type de nouvelles. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément.